Merci. Ça va être difficile de prendre la parole, en effet, après cette enquête policière. Ça va être dans un autre registre, vous allez voir. Donc moi, je prends un peu le relais à la suite de ce départ forcé ou pas de Lascaz. Il va connaître une année un peu compliquée une fois qu'il sera arrivé en Europe. Pendant 1 an, il va mener une vie itinérante puisqu'il ne pourra pas s'installer en Angleterre, il ne pourra pas revenir en France. Et finalement, c'est à Francfort qu'il va s'installer. Dès son arrivée à Francfort, il va se montrer très prolixe, autour essentiellement de la dénonciation des sévices que lui ont fait subir les Anglais. Et il va se consacrer à ce qu'il estime désormais son devoir, c'est défendre la cause de Napoléon et secourir le captif de Sainte-Hélène. C'est dans cette optique qu'il va prendre contact avec la famille impériale. Est-ce qu'il cherche un soutien financier, un soutien moral? Est-ce qu'il cherche aussi peut-être à renforcer son image de confident? En tout cas, pour la famille qui est éparpillée en Europe, c'est aussi l'occasion de se souder autour de celui auquel ils doivent tout. Alors, dans un premier temps, Lascaz va agir en conseiller de la famille. Ça ne va pas forcément bien se passer parce que, comme vous a vendu la mèche déjà ce matin, David, il ne va pas être écouté en 1819 lors de l'envoi des hommes à Sainte-Hélène. Et les relations reprendront brièvement autour de la publication du mémorial. Donc, commençons par voir comment Lascaz entre en contact avec les Bonaparte. À Rome sont regroupés autour de Laetitia et du cardinal Fesch Lucien, Louis et Pauline. Les autres frères et sœurs sont en Autriche. Caroline est dans un château non loin de Vienne, à une 50aine de kilomètres au sud de Vienne, le château de Frosdorf. Et Jérôme et Catherine ne sont pas très loin non plus, au château de Schönau. J'allais oublier Joseph, qui lui est pour le coup hors d'Europe à ce moment-là. Il est, comme vous le savez, exilé aux États-Unis. Mais son épouse Julie, elle, est à Francfort et elle sera d'ailleurs très utile dans la circulation. Elle facilitera la communication entre les Bonaparte et donc Lascaz, qui est à ce moment-là à Francfort. Où qu'ils soient, les Bonaparte sont extrêmement surveillés. Donc, ce n'est pas forcément facile au début pour Lascaz d'entrer en contact avec eux. Il va pouvoir le faire parce que lors de son installation à Francfort, il y a des négociants et des diplomates qui vont se proposer pour lui faciliter la communication, pour éventuellement faire circuler des lettres. Alors, les lettres que j'ai consultées, je vais vous en montrer certaines, va apparaître à l'écran la première lettre envoyée par Lascaz aux différents membres de la famille impériale, à savoir donc Laetitia, le cardinal Fesch, les frères et sœurs de Napoléon, et aussi Eugène et Hortense de Beauharnais. Il envoie à chacun à peu près la même lettre à quelques mots près. Vous voyez donc à l'écran celle qui est reçue par Jérôme. Et à la réponse à cette lettre, d'ailleurs, Jérôme précise qu'il a reçu cette lettre le 10 mars, ce qui vous prouvera, dit-il à Lascaz, qu'elle a bien couru avant de me parvenir. Il ajoute d'ailleurs, Jérôme, « En général, il faut s'attendre à ce que toutes nos lettres soient ouvertes et lues par la police et écrire en conséquence. » Donc, quelle est la teneur de cette première lettre de Lascaz ? Tout d'abord, Lascaz commence par évoquer la situation de Napoléon au moment où il l'a quitté. « Votre auguste frère était mal et très mal sous tous les rapports », écrit-il. Puis il fait référence à la lettre mentionnée tout à l'heure par Pierre et Charles Éloi, la lettre donc, que lui avait écrite Napoléon pour prouver son lien quelque part avec l'empereur. Dans cette première lettre, il n'y a aucune référence aux 100 000 francs qu'il avait laissés à Sainte-Hélène, à l'empereur, pour subvenir à ses besoins. Pourtant, la question financière est une vraie question, je dirais. Et c'est sans doute ce qui a poussé Lascaz à s'installer à Francfort, puisqu'il avait voulu d'abord rejoindre le prince Eugène. Il a, pour sans doute récupérer des fonds dont Eugène avait été dépositaire et qui avaient été mentionnés par Napoléon à Sainte-Hélène. Ne pouvant pas se fixer auprès d'Eugène, il ne se gêne pas quand même pour le solliciter, donc il va prendre contact avec Eugène aussi par cette même lettre du 20 janvier et va chercher à se faire rembourser. Eugène ne répond pas à son désir puisqu'ils vont échanger toute une série de lettres pendant quasiment plus d'1 an où Lascaz va essayer d'obtenir ces fameux 100 000 francs et Eugène va tarder à les rembourser. Il le fera, mais en traînant des pieds.
Et on peut se demander si c'est aussi ce qui a poussé Lascaz à se retourner vers la famille Bonaparte, puisque à partir de cette première lettre, donc une correspondance régulière va se développer avec les différents membres de la famille. Donc la famille impériale réserve un excellent accueil à cette première lettre. Vous voyez la réponse que Lascaz reçoit de Jérôme. Jérôme lui écrit « En ce qui me regarde, ainsi que ma femme, aucun sacrifice ne nous paraîtra tel s'il peut avoir pour résultat de soulager celui que nous regardons éternellement comme notre second père. » Puis il demande à Lascaz de lui parler de l'empereur, puisqu'il faut se dire que pour la famille, le retour de Lascaz, c'est donc le premier témoignage direct qu'ils ont des conditions de vie de Napoléon là-bas. Donc comme l'écrit Jérôme, « Rien, absolument rien de ce qui le touche n'est d'un petit intérêt pour nous. » Leur curiosité donc est bien compréhensible. Le cardinal Fesch et Madame Mère réagissent aussi sur le champ, demandent à Lascaz comment ils peuvent se rendre utiles pour secourir Napoléon. Mais dans un premier temps, il n'est donc, comme je vous le disais, pas question d'argent. Lascaz voulant absolument pas paraître comme un parasite, il écrit d'ailleurs à Jérôme « Je veux être le mendiant de Bélisaire », insistant sur le rôle qu'il entend avoir auprès des puissants. Et à Élisa, il écrit « Quant aux besoins de la vie, j'ai élevé les miens à se contenter de peu, sous-entendant son désintéressement. » Dans les courriers suivants, donc, vu que Eugène faisait le mort, il va en venir à parler d'argent. Et très vite, donc, il insiste sur ça. À Joseph, il écrit « Il n'avait point le nécessaire », donc Napoléon. Chaque mois, il était obligé de faire briser de son argenterie pour ajouter ce qui manquait au peu qui lui était fourni. Il précise donc qu'il a laissé 100 000 francs à Sainte-Hélène, qui correspondent à peu près aux frais de la maison de Longwood pour 9 mois, et qu'il faut absolument préparer la suite. Alors, Madame Mère va être la première à réagir, entre guillemets, puisque dès le mois de mai 1818, elle fait parvenir 30 000 francs à Lascaz. Ses enfants se montrent moins réactifs, à la grande déception de Laetitia. Elle n'hésite pas d'ailleurs à les rappeler à l'ordre. Vous voyez par exemple à l'écran la lettre qu'elle envoie à Élisa. Elle lui dit « De mon côté, j'ai mis à la disposition de monsieur le comte de Lascaz tout ce que j'ai, et je suis en cela moins un sentiment de mon cœur que je ne remplis un acte de justice. » L'argent, comme vous le savez sans doute, est un sujet sensible chez les Bonaparte, en particulier pour Laetitia, et sans doute estime-t-elle qu'aucun de ses enfants n'est vraiment dans le besoin et que tous ont à faire un effort en direction de Sainte-Hélène. En plus, Laetitia est, comme vous le savez, peut-être un peu avare. Elle ne veut pas assumer seule les frais de Longwood. Et donc, l'ancien chambellan, Lascaz, s'en inquiète auprès de Jérôme et donc réécrit à Jérôme pour qu'il essaie de fédérer la famille et de trouver l'argent nécessaire. Au courant de l'été 1818, Joseph, Élisa et Jérôme versent des sommes qui, ajoutées à celles déjà données par Laetitia, couvrent les besoins de Longwood pour l'année. En plus, donc, au printemps 1819, Eugène va libérer les sommes dont il était dépositaire. Donc les questions d'argent vont être réglées, ce qui va être un vrai soulagement pour Lascaz, qui ne supportait pas ce rôle de débandeur, en fait. Donc, il devra encore assumer quelques fonctions, je dirais, financières pour le comte de Napoléon. Entre autres, il va se recontacter la famille impériale en 1819, cette fois-ci pour le comte d'Oméhara, pour lui obtenir une rente viagère qui serait à la charge de la famille. Mais il y a une seconde raison, donc on l'a vu, comme l'a rappelé ce matin, Lascaz n'était pas un homme intéressé, donc ce n'est sans doute pas pour des questions d'argent qu'il a contacté la famille impériale. Mais en revanche, il était fatigué lorsqu'il est arrivé en Europe, il avait des problèmes de vue, et c'est sans doute aussi en vue de gagner un collaborateur qu'il a contacté la famille impériale, et en particulier Jérôme. Puisqu'à ce moment-là, est auprès de Jérôme, en tant que secrétaire, un certain Planat de la Faille, dont vous voyez le portrait à l'écran, qui est un ancien officier d'ordonnance de Napoléon pendant les 5 jours. Il l'avait accompagné jusque sur le Bellérophon. Et une insertion de Lascaz dans le mémorial à la date du 10 janvier 1816 précise qu'il regrette qu'il n'ait pas pu suivre à Sainte-Hélène, et il fait cette insertion alors qu'il parle pour la première fois de ses problèmes de vue. Les deux hommes donc se connaissent, ils appartiennent au même cercle de fidèles, de soutien de la cause napoléonienne après la chute de l'Empire,
Et donc, Plana est au service de l'ex-roi de Westphalie depuis le printemps 1817. Lorsque Lascaz contacte Jérôme, les deux compères renouent aussitôt. Plana écrit à Lascaz « Digne et vertueux Lascaz, l'Europe vous admire, noble et généreux martyr de l'amitié. » Le secrétaire, qui a des relations un peu compliquées avec son maître, se plaint-il de la prodigalité de Jérôme, peut-être. Il souhaiterait rejoindre Lascaz et le seconder dans son œuvre. Jérôme va s'y opposer. Il ne veut pas se séparer de son secrétaire, mais peut-être va-t-il jouer un autre rôle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Lascaz va demander à avoir un seul intermédiaire au sein de la famille impériale. Il veut limiter ses courriers, et donc Jérôme va à ce moment-là se proposer, et c'est assez amusant de voir ce frère qui était connu pour être très dépensier. Il avait des rapports compliqués avec sa famille autour de ces questions d'argent, et c'est lui qui va se retrouver à rassembler les sommes à destination de Sainte-Hélène. Et sans doute est-il secondé dans cette tâche par Plana, et Plana et Lascaz vont beaucoup échanger autour de Jérôme. Finalement, Plana va rester encore 1 an au service de Jérôme jusqu'à la fin de l'année 1818, et après, il passera au service d'Élisa. Donc, l'ancien chambellan est toujours seul, mais ne renonce pas pour autant donc, à la tâche qu'il s'est fixée de défenseur de l'empereur, ce qui l'amène à se rapprocher un peu plus de la famille impériale, et auquel il va s'imposer peu à peu en tant que conseiller. En réalité, Lascaz gagne la confiance des Bonaparte en faisant apparaître sa qualité de confident et en leur rapportant à chacun les maux du captif sur leur compte. Il leur donne en même temps des éléments du quotidien de Napoléon. Là, vous voyez par exemple à l'écran un plan qu'il adresse à chacun des membres de la famille, qui leur permet de suivre le quotidien de Napoléon. Comme il l'écrit à Jérôme, « J'ai pensé que vous trouveriez quelque charme à suivre les mouvements et les habitudes de l'empereur. » En fait, au fil de ses courriers, le compagnon de Napoléon s'impose en intermédiaire naturel qui, fort de son expérience auprès du gouvernement anglais, est à même de les aider à communiquer avec Sainte-Hélène. Alors à tous, il propose ses services, non pas pour faire circuler des lettres, comme il le spécifie bien à Jérôme, mais en écrivant lui-même tous les mois à Longwood pour transmettre les nouvelles. Voilà en réalité la mission de Lascaz. Il veut être la charnière entre le gouvernement britannique, la famille et Sainte-Hélène. Et finalement, dans ce travail d'intermédiaire, je dirais que son rôle se rapproche un peu à celui qu'il aura en tant que mémorialiste, c'est-à-dire qu'il commence par récolter l'information, il la filtre, ici ça va être sous prétexte de censure, pour ensuite l'envoyer à Sainte-Hélène. À sa demande, par exemple, Jérôme lui envoie des nouvelles du duc de Reichstadt. C'est la lettre que vous voyez apparaître à l'écran. Alors Jérôme lui répond « J'ai plusieurs fois rencontré mon neveu, mais jamais je n'ai eu le bonheur de l'embrasser ni de lui parler. » Il poursuit aussi en donnant des nouvelles de Marie-Louise, je cite « Mes relations avec elle sont nulles. Elle est, à ce qu'on dit, tellement surveillée et opprimée, souligné dans le texte, par le général Neipperg, que personne ne peut ni lui parler ni lui écrire. » On ne fera pas de commentaires sur les renseignements donnés par Jérôme, joue-t-il au naïf, je ne sais pas. Toujours est-il que ces renseignements donnés par Jérôme deviennent, dans la lettre qui va être envoyée à Sainte-Hélène, dans le chapitre « Nouvelles de la famille de l'empereur », on peut lire « Son fils est toujours beau, l'impératrice est fort maigrie ». Ces nouvelles ainsi résumées ne visent-elles pas peut-être à réconforter Napoléon et son entourage? Il faut peut-être aussi y voir des arrière-pensées politiques de Lascaz. Lascaz s'impose aussi comme conseiller dans le cadre des démarches que les Bonaparte vont tenter auprès des Alliés. Leurs demandes vont porter sur l'amélioration du sort de Napoléon, bien sûr. À défaut, ils vont demander son rapatriement en Europe ou encore à pouvoir le rejoindre à Sainte-Hélène. Dès mars, par exemple, 1818, Jérôme exprime à Lascaz son désir d'obtenir la faculté d'aller passer 1 an auprès de lui. Alors, s'ouvre-t-il de ce projet à Lascaz pour concurrencer une autre demande portée par Lascaz au nom de Lucien? Toujours est-il que l'ancien chambellan lui répond en lui disant que la demande portée au nom de Lucien a échoué. Cela ne décourage pas Jérôme, qui lui demande à quel ministre convient-il de s'adresser.
Y a-t-il une marche meilleure à suivre pour assurer le prompt succès de cette démarche? Alors Lascaz va répondre en lui conseillant de s'adresser non pas à Lord Bathurst, qui est alors le ministre britannique responsable des colonies, mais il lui demande de s'adresser directement au prince régent. Et peut-être est-ce à l'initiative sur les conseils de Lascaz que Jérôme joint à cette demande une main manuscrite de son épouse, la reine Catherine, qui était la fille du roi de Wurtemberg, comme vous le savez sans doute, et donc à ce titre vaguement cousine avec le prince régent, mais sans royal ou pas, toutes ces démarches, de toute façon, vont échouer. Les Bonaparte vont poursuivre leurs efforts, toujours poussés un peu par Lascaz, lors du congrès d'Aix-la-Chapelle, à la fin de l'été 1818. En effet, les Alliés se regroupent autour de la France, qui cherche à négocier la libération de son territoire et surtout ses indemnités de guerre. Et donc Lascaz juge l'événement propice et engage les Bonaparte à intervenir. Alors cette fois-ci, la famille n'arrive pas à s'entendre. Lucien estime que sa mère, s'étant déjà adressée aux autorités britanniques l'année précédente, ne devrait pas intervenir, qu'elle devrait laisser soin à Marie-Louise. Madame Mère va hésiter. Dans un premier temps, elle va chercher à contacter Marie-Louise. Finalement, elle abandonne le projet et elle écrira une lettre directement au souverain allié qui sera publiée par la suite dans le mémorial. Vous la voyez à l'écran. Lascaz, de son côté, rédige aussi une réclamation à ce moment-là, justifiée par l'état de santé de Napoléon qui se dégrade, mais ni la mère ni l'ancien serviteur n'obtiennent de réponse. Laetitia, très contrariée, pense que c'est par manque de cohésion familiale. Et Catherine, à ce moment-là, elle va tenter une dernière tentative en faveur de Napoléon auprès de son cousin le tsar, qui elle aussi échoue. Si bien qu'à la fin de l'année 1818, Jérôme écrit à Lascaz: il est évident qu'on veut faire mourir l'empereur à Sainte-Hélène. Cet échec, conjugué aux mauvaises nouvelles arrivées de Longwood, décourage l'ancien chambellan, dont la santé décline. Ses maux de tête et ses yeux l'empêchent d'écrire. Madame de Lascaz, ce matin, il y avait eu une question sur les femmes, et c'est vrai que son épouse n'avait pas du tout été citée. Elle existe, et vous voyez, elle se soucie de la santé de son mari. Donc Madame de Lascaz alerte la famille impériale sur l'incapacité de son époux à poursuivre son travail en faveur de Napoléon. Au printemps 1819, Lascaz renoue en plus avec une vie itinérante. Il va à nouveau quitter Francfort. Il ne trouvera une situation stable qu'à l'automne 1821, où il s'installera à Passy. Peu à peu, les échanges avec les Bonaparte se tarissent, à cause de l'état de santé donc, de Lascaz, mais aussi en raison d'une dernière affaire, mais David vous a un peu vendu la mèche déjà ce matin, que je vais évoquer maintenant, c'est-à-dire qu'à l'été 1818, donc, était arrivée à Rome une demande de Napoléon réclamant un prêtre, un cuisinier et un maître d'hôtel suite au décès de Cipriani. À l'issue de multiples négociations, le gouvernement anglais avait autorisé l'envoi de ce personnel et autorise aussi l'envoi d'un médecin en remplacement d'Oméhara. Le cardinal Fesch, à ce moment-là, exige de choisir le prêtre en sa qualité d'homme d'église, mais on lui confie aussi le choix des autres hommes en concertation avec sa sœur. Il n'y a aucun problème au sujet du cuisinier, du maître d'hôtel. L'affaire va se corser, si je peux le dire, quant au choix des hommes devant soulager l'empereur dans ses souffrances morales et physiques. Aussi surprenant qu'il y paraisse, le cardinal Fesch et Laetitia se fient donc aux visions d'une mystique qui leur annonce que Napoléon n'est plus prisonnier à Sainte-Hélène. Dès lors, ils portent peu d'intérêt au choix de l'aumônier et du prêtre. Donc, en guise de médecin, c'est un Corse qui va être choisi. Vous voyez son portrait à l'écran. En réalité, qui est un spécialiste de l'anatomie, il n'a quasiment jamais pratiqué. Quant au prêtre, le frère et la sœur plébiscitent aussi un Corse, l'abbé Buenavita, qui est un ancien aumônier de Laetitia, mais qui est très âgé et en mauvaise santé. Je n'ai pas retrouvé de portrait de l'abbé Buenavita, mais vous voyez à l'écran une lettre qu'il écrit au cardinal Fesch de Londres, juste avant d'embarquer pour Sainte-Hélène. Elle est en italien. Il y parle de la santé de l'empereur, qui, selon les informations transmises par les Anglais, se plaint beaucoup du foie et aurait eu une petite crise d'apoplexie. Buenavita précise quant au marquis profite de son séjour à Londres pour consulter le plus célèbre médecin dans cette matière. Il ne s'agit pas ici de tergiverser sur le choix de ces hommes,
Il faut juste préciser que Lascaz est totalement affligé par ses choix. Il avait essayé de convaincre d'envoyer un ancien médecin de Napoléon, mais donc Fesch s'y oppose. Pauline et Louis sont aussi complètement consternés par ses choix, et donc tout le monde n'a d'autre choix que d'envoyer ses hommes. Donc Lascaz, découragé, rompt ses liens avec les Bonaparte. Il a eu l'impression de s'être battu pendant 2 ans sans succès. Et seule la publication du mémorial va réveiller, je dirais, leur relation. Donc, à l'affût, en effet, de tout ce qui concerne la mémoire de Napoléon, le clan Bonaparte se précipite sur l'ouvrage de Lascaz. Il découvre avec surprise les passages se rapportant à son enfance et aux siens. Et comme l'a dit Thierry Lenz ce matin, Joseph, en effet, ne goûte pas particulièrement la remise en cause de sa position d'aîné. Il s'en plaint directement à Lascaz. Mais au bout d'1 mois, d'ailleurs, il lui réécrit en disant « Je ne doute pas de vos bonnes intentions et j'oublie et j'excuse facilement ce qui m'est personnel. » D'ailleurs, le mémorialiste ne corrigera pas les passages sur la position de l'aîné dans les versions suivantes. Lucien, qui était un peu le prince rebelle, je dirais, ressort rassariné de la lecture du mémorial. Il y a bien sûr une allusion à son mariage, une allusion discrète, puisque dans le manuscrit original, Lascaz le qualifie de mauvais mariage, qui sera remplacé dans la publication par second mariage. Quant aux paroles que le mémorialiste prête à Napoléon sur Lucien, elles sont très positives, sans doute donc en raison des liens qui unissaient Lucien et Lascaz. Comme on l'a vu, il y a une lettre qui avait été envoyée par Lascaz dans les pièces à conviction, et ça prouve qu'ils avaient été très proches. Alors je passe, parce que je crois que Charles Leloy vous parlera de comment Caroline va accueillir le mémorial. Hortense ne sera pas très contente non plus, mais je vais terminer en beauté, j'aurais envie de dire, avec mon héros quelque part, puisque finalement un autre membre de la famille impériale va lire le mémorial. Il s'agit tout simplement du duc de Reichstadt, et ça, Emmanuel de Lascaz en a sans doute aucune idée. Aussi, rappelons juste que le travail de Napoléon à Sainte-Hélène, et donc celui de Lascaz, vise à préparer l'avènement de Napoléon II, tant par la mise en scène de son malheur que par la relecture politique de son règne. Lascaz a saisi les enjeux de cette dernière bataille, et on peut même se demander s'il ne trouve pas la force nécessaire de la publication dans le but de favoriser l'ascension du fils de Napoléon. Donc, contre toute attente, le duc de Reichstadt, exilé alors en Autriche, a accès au mémorial. Nous ne savons pas exactement quand, mais on sait qu'en 1830, il y fait référence dans des conversations avec un de ses amis. Il a alors 19 ans. Le mémorial constitue une révélation pour lui. Il admirait déjà son père chef de guerre. Il découvre un homme politique modéré, champion des nationalités, bien loin de l'image inculquée par son éducation autrichienne. Mais surtout, il découvre les recommandations que son père lui adresse, et il découvre donc à quel point son père pensait à lui et croyait en lui. D'un côté, il est galvanisé par un nouvel élan filial, il n'en est pas moins abasourdi par la tâche qui lui incombe. Relever le glorieux héritage l'obsède, en même temps qu'il fait naître des doutes sur ses propres capacités. Son caractère s'en ressent, le duc mélancolique peu à peu prend le dessus. Et Lascaz, qui en fait souhaitait dévoiler l'histoire du père pour aider l'héritier impérial à retrouver son trône, a peut-être fixé un modèle trop grand, puisque le mémorial présente au duc de Reichstadt un Napoléon qu'il hisse au rang de héros, et peut-être cela a-t-il contribué à l'enfermer dans des rêves impossibles. Toujours est-il que l'œuvre de Lascaz a aussi le mérite d'offrir une première référence doctrinale aux bonapartistes, si bien que lors des journées de juillet 1830, l'Empire semble une alternative tout à fait crédible entre la monarchie et la République. Et malgré l'avènement de Louis-Philippe, Lascaz, à la fin de l'année 1830, veut encore croire donc au retour de Napoléon II. Et j'ai retrouvé une lettre que Lascaz écrit à la fin de l'année 1830 à Jérôme, et il lui écrit « Le parti des anciens nobles réunis aux prêtres déclare hautement qu'à la première occasion favorable, il proclamera le duc de Reichstadt. Il prétend même qu'il a fait sonder des dispositions à Vienne à l'égard de ce dernier, qu'on ne l'a pas positivement refusé. » J'en arrive à la fin. Comme vous voyez, Lascaz reste dévoué au père et au fils jusqu'au bout. Seule la mort du duc de Reichstadt le détache des Bonaparte.